En fait, je vais vous faire un petit historique, peut-être long quand même tout à l'heure, dans lequel je vais vous parler en fait, de certains maîtres et de certains courants du yoga. Et donc là, juste pour vous montrer un petit peu la diversité, je vais peut-être vous parler moi des yogas que je pratique ou que j'ai pratiqué et ou que j'enseigne. Alors, dans la lignée du Hatha, qui est un yoga qu'on considère comme dynamique, qui peut être doux ou intense en fonction de ce qu'on choisit, on pourrait mettre, je pense, le yoga Vinyasa, qui vient d'une tradition spécifique dans laquelle on enchaîne en fait vraiment les mouvements. Il y a des types de yoga où on reste dans les postures, pas forcément d'enchaînement entre. Dans le Vinyasa, il y a justement cette importance de la transition, du lien toujours entre le mouvement et le souffle, mais ça c'est pour moi tous les styles de yoga de base, où là on va avoir en fait vraiment des enchaînements qui peuvent être très chorégraphiés. C'est un style de yoga qui est très couru maintenant, qui est vraiment très très courant un peu partout, particulièrement aux États-Unis. Qui vient d'un type de yoga qu'on appelle l'Ashtanga, qui a été créé par un élève d'un grand maître du yoga dont je vais parler tout à l'heure. Ou un maître yoga ? Alors on dit un yogi, ça c'est un pratiquant. On dit yogini pour les femmes pratiquantes, qui sont beaucoup plus rares dans la tradition et qui sont beaucoup plus fréquentes maintenant. Et on parle de gourou pour parler du professeur en fait. Alors on a cette image du gourou qui est le mec qui va nous forcer à boire de l'acide, ce genre de truc. C'est pas vraiment l'idée. Le gourou, ça reste quand même à la base en sanskrit le professeur, la personne qui transmet quelque chose en fait. Voilà, donc c'est ça le terme. Donc il y a plusieurs grands gourous dans les histoires du yoga, j'ai envie de dire. Je suppose que comme moi, beaucoup de profs évitent. On évite d'utiliser ça. Chez nous. Oui, je ne me présente pas comme une gourelle, parce que c'est ça le féminin, qui est en plus très très laid. J'aurais dit oui, gouroune, non, c'est gourelle. Un gourou, une gourelle, donc j'évite effectivement pas mal. Ouais. C'est sympa. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, c'est très connoté, et donc on a tendance à s'en méfier un peu. Oui, c'est ça. Il y a des termes qu'il vaut mieux abandonner en Europe à l'heure actuelle. Tout à fait. C'est trop connoté quand même. Oui, ou qui peuvent un peu faire peur. Par exemple, il y a pas mal d'élèves qui sont très paniqués à l'idée de faire de la méditation. Et donc parfois on parle simplement de relaxation, même si c'est différent, pour juste introduire le concept de concentration, d'exercice de concentration, genre de trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la spiritualité aussi. Oui, tout à fait. Oui. On pourrait pas inventer un nouveau mot malheureusement, mais... Non, mais il y a moyen de lui attacher des nouvelles connotations au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc je parlais de l'Ashtanga, qui est le père en fait du Vinyasa plus ou moins, où là en fait on enchaîne, c'est un yoga qui est très dynamique, voire même acrobatique. On va enchaîner les mêmes séries de postures systématiquement. Il y a un chant d'ouverture, un chant de fermeture pour remercier les professeurs qui sont venus avant nous, un chant de fermeture que j'appelle le chant de Miss Belgique pour souhaiter la paix dans le monde et espérer que tous les êtres se trouvent dans le même bien-être que nous à la fin de la séance. Donc ça, on est vraiment d'un côté assez dynamique du spectre. Et puis de l'autre côté, si je prends deux exemples de types de yoga qui sont vraiment beaucoup plus doux, il y a le yin yoga qui est assez neuf, je pense qu'il s'est développé dans les années 60, avec toute cette vague évidemment de développement et de création, et qui est une espèce d'hybride en fait entre le yoga classique, la tradition indienne, et la tradition de la médecine chinoise. Et donc on va imaginer en fait mixer les deux pour des questions énergétiques, de santé du corps, etc. Et là on reste en fait dans des postures fixes pendant de longues minutes. Ça permet en fait de restaurer vraiment les tissus, les articulations, d'améliorer effectivement la souplesse pour le coup, beaucoup plus que la force. Et alors si on va du côté encore plus doux du spectre, il y a le yoga restauratif. Oui, qui est pratiquement de la sieste, qui peut être mixé d'ailleurs avec du yoga nidra, qu'on appelle le yoga du sommeil, qui là est un yoga qui se pratique en général allongé dans une posture très confortable, où on va juste écouter en fait le professeur qui dit toute une série de choses, qui invite à une relaxation d'abord corporelle, et puis à inviter en fait au niveau cérébral juste des sensations différentes, ce genre de choses, qui activent en fait des ondes cérébrales qui relaxent vraiment le corps. Et donc le yoga restauratif qui peut très bien se combiner avec ce yoga nidra, c'est aussi un yoga dans lequel on va rester dans des postures, mais cette fois-ci dans la posture la plus confortable possible pour réaligner en fait. C'est souvent centré sur le dos, très peu sur les jambes et les bras, parce qu'il y a pas... on a l'impression qu'il y a moins de choses à faire. Et donc c'est des postures qui vont permettre de remettre le corps à zéro, de recalibrer le système nerveux. Donc ça, on a déjà un bon petit aperçu. Et puis maintenant, on a des centaines de déclinaisons. Il y a le hot yoga qui a été très populaire aux États-Unis. On ne reviendra pas sur les polémiques liées à son professeur. Il y a le goat yoga maintenant. Vous pouvez faire du yoga avec de la bière. Il y a plein de choses très différentes, mais qui pour moi sortent un peu du spectre. Alors certes, je vis une grande union avec moi-même quand je bois de la bière, j'aime beaucoup la bière, mais ça sort de ma pratique. Je comprends. Yoga. Voilà. Tout à fait.